Les Alliés ont commencé par débarquer en Normandie le 6 juin et ça occulte un peu beaucoup même celui de Provence. Alors que le débarquement de Provence a réuni plus d'hommes, plus de matériel, plus de bateaux, qu'il est décisif pour la France. Donc tous ces anciens ont eu un rôle déterminant pour notre liberté. Sur le plan stratégique et logistique, il est absolument primordial puisqu'il a permis de prendre justement cette armée allemande par les deux fronts, la Normandie au nord et la Provence au sud, sans oublier le front de l'Est avec les Russes. C'est vrai que la jonction des deux armées, l'armée qui a débarqué en Normandie et l'armée qui a débarqué en Provence, était essentielle pour contraindre l'armée nazie au repli sur son propre territoire. Le débarquement en Provence est considéré par les historiens militaires comme une des plus belles opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale. Le Var, c'est aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus prisées. 8 millions de vacanciers viennent chaque année profiter du soleil, du bord de mer et de la douceur de vivre de son arrière-pays. Mais savent-ils seulement qu'ici, à la Croix-Valmer, à Cavalère, au Lavandou ou dans le Haut-Var, s'est joué un épisode capital de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Dragoon. Nous étions en août 1944, le débarquement de Provence commençait. Un plan savamment orchestré pour prendre les troupes allemandes en tenaille. Il y avait vraiment une planification de deux débarquements qui devaient se mener de manière simultanée et en Normandie et en Provence, sauf que la logistique marine était insuffisante pour faire deux débarquements de cette ampleur. Donc on a fait d'abord le débarquement en Normandie le 6 juin 1944 et le débarquement en Provence à partir du 15 août, mais on pourrait dire même à partir du 14, parce que le 14, les commandos d'Afrique débarquaient et le gros des troupes à partir du 15, d'abord les troupes américaines et ensuite les troupes françaises. Alors effectivement, on pourrait appeler les débarquements en Provence débarquement du Var, puisque les troupes alliées ont débarqué effectivement sur les plages varoises, des plages sur lesquelles il y a eu un travail de préparation au niveau des informations fournies par les résistants pour arriver à mener les débarquements là où il n'y avait pas de champ de mines. Donc c'est la raison pour laquelle elles ont débarqué au Dramont, elles ont débarqué sur les plages de la Croix-Valmer, enfin des plages qui étaient sécurisées par les informations des résistants. Cet épisode, Maurice Polverini s'en souvient. Il avait 9 ans à l'époque. Les hommes de sa famille, immigrés italiens, travaillaient dans les carrières de porphyre bleu de l'Estérel à Saint-Raphaël. Réquisitionnés par les Allemands, ils devaient fournir une partie des matériaux nécessaires à la construction du mur de Méditerranée. Aussi, la plage du Dramont était une des rares à ne pas être minée, un élément déterminant au soir du 14 août. Le directeur des carrières avait fait, pour protéger ses ouvriers, une galerie pour se cacher les ouvriers qui travaillaient dans les carrières et une galerie pour les civils qui habitaient le quartier. Le 14 août au soir à 5 heures, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que l'armée allemande, toute l'armée avec les canons et tout, était sur la route en face du monument, là aux morts, là, le monument de débarquement. Ils sont partis à 8 heures du soir et plus personne. Et à 20 heures le soir, le directeur a dit aux ouvriers, tout le monde dans la galerie. Nous sommes rentrés dans la galerie à 8h, 8h15 du soir, tous les ouvriers, toute la famille dedans. Bon, nous sommes restés toute la nuit, jusqu'à 4h30 du matin, où on a subi un bombardement intense, si bien que s'il ne s'arrête pas, on allait tous mourir étouffés. Heureusement qu'un ingénieux, un monsieur, avait construit avec un pédalier de vélo une hélice et il a mis tous les jeunes gens à pédaler pour ventiler la galerie. Et finalement, les anciens ont demandé à un jeune de sortir avec un chiffon blanc. Il est sorti à 5 heures du matin, dehors de la galerie. Et là, on est sorti, et qu'est-ce qu'on a vu? C'était X milliers de bateaux là, avec des croiseurs qui tiraient. C'est-à-dire entre le sémaphore et la baie de Fréjus, c'était noir de bateaux. Puis on a été libérés. Et les Alliés derrière Wilson et Patch ainsi que l'armée B de Delattre de Tassigny n'ont pas lésiné sur les moyens. En quelques jours,
350 000 soldats vont débarquer, dont plus de 250 000 Français. 2000 bateaux, autant d'avions, des milliers de parachutistes, la force Sitka, la force Rosie, les commandos d'Afrique de la force Roméo qui prennent le Cap Nègre d'assaut, tirailleurs sénégalais et algériens, goumiers, tabors marocains, marsouins du Pacifique, mais aussi des pieds noirs comme Gilbert Laveissière. Le 17 août 1944, le vétéran retraité à Toulon voyait l'Hexagone pour la première fois. Il avait 19 ans. J'ai débarqué le 17 août à La Nartelle, quoi, sur un bateau américain. C'est à côté de Saint-Tropez. Hein. On a débarqué sur la plage, et avec des canons de 12 tonnes, vous voyez, c'est pas facile. Hein. On s'est installé dans les vignes, on coupait les pieds de vigne pour installer le canon. Ouais. Parce que c'était un gros canon, hein, il y avait un tube de 6 mètres, hein, vous voyez, il tirait à 21 km. Hein. C'était déjà un canon important. Hein. Ce qui m'a frappé, c'est de couper des pieds de vigne pour mettre le canon en batterie. Moi, fils d'agriculteur, ça me fendait le cœur de couper des pieds de vigne pour mettre le canon. Donc on a mis en batterie, comme on dit, mais on n'a pas tiré parce que les Allemands étaient trop loin déjà, j'étais parti trop loin. Alors à la garde, on tirait sur Hyères. Il y avait un état-major à Hyères qui ne voulait pas se rendre. On tirait sur l'état-major allemand qui ne voulait pas se rendre, là, et il s'est rendu après. Quoi. Chaque coup de canon, moi, c'était 13 kilos de poudre qui explosait à 50 cm de mes oreilles. Je me demande comment j'ai des oreilles en état. Hein. J'étais tireur sur le canon. Hein. J'étais à 30 ou 40 cm de la chambre d'explosion du canon. Ce débarquement, d'autres l'ont planifié mais ne l'ont pas vécu, comme François Cusin. Le 15 août 1944, il aurait eu 30 ans, mais un mois plus tôt, avec son groupe, il tombe dans un guet-apens. Jean-Marie, pourquoi est-ce qu'on s'est donné rendez-vous ici ? Alors on s'est donné rendez-vous ici parce que j'ai un ancêtre qui a été fusillé par les Allemands pendant la guerre sur ce site. Il s'appelait François Cusin, c'était un grand-oncle. Il était chef d'un réseau de résistance et il a été capturé avec son réseau à Oraison dans les Basses-Alpes en juillet 1944, un mois avant le débarquement de Provence. Transféré avec ses compagnons par les Allemands, ils devaient aller, je crois, à Draguignan au départ. Ils se sont arrêtés ici sur le plateau de Signes où ils ont été fusillés sommairement. Et donc ils étaient une trentaine et ils sont morts ici. Nous étions le 18 juillet 1944. Le débarquement a eu lieu le 15 août 1944. C'est la première fois que vous revenez ici ? Oui, c'est la première fois que je viens ici, et alors que je vis dans la région depuis fort longtemps. Alors vous dire pourquoi je ne suis jamais venu sur ce site, j'en suis bien incapable. Peut-être un petit blocage, peut-être le quotidien qui passe et le fait que je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Cet épisode, son petit-neveu a choisi de le dessiner dans un album sur le débarquement. Cette planche qui relate comment un bûcheron polonais va donner l'alerte. Parti couper du bois, il entend s'élever la Marseillaise et assiste impuissant au massacre des Français. C'est lui qui permettra de retrouver les corps. C'est une façon de renouer avec un moment historique et familial. Et donc je le fais avec beaucoup de plaisir en fait. Votre lien familial avec le débarquement, avec la libération, avec cette guerre, il est multiple. Absolument, parce que lorsque François Cusin est fusillé ici, en ayant été arrêté au cours d'une réunion à Oraison, réunion préparatoire au débarquement, parmi ceux qui allaient débarquer, il avait un petit-neveu. Votre père ? Oui. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait aussi votre mère. Eh oui, il ne le savait pas, mon père non plus d'ailleurs. Et ma mère non plus, puisqu'ils ont débarqué sur la même plage sans se connaître. L'un officier d'active dans les unités de combat et ma mère ambulancière.
Alors mon père, c'est sa première action de guerre, je dirais. Il a 1 an de moins que ma mère. C'est sa première action de guerre. Ma mère, pas du tout, parce que ma mère était en Afrique du Nord, en Tunisie. En 1943, elle a 20 ans. Elle va au bureau de recrutement parce qu'elle voulait faire la guerre. Et elle se pointe au bureau de recrutement et elle dit « je veux être pilote de chasse ». Bon, on lui dit « écoutez mademoiselle, c'est bien, mais on va vous donner une ambulance parce que pilote de chasse, ça ne va pas être possible ». Alors elle a pris l'ambulance et elle est partie avec le corps expéditionnaire français en Italie. Elle a donc débarqué à Naples. Et donc ma mère débarque en Provence en août 1944. Alors ça c'est l'album sur l'histoire du département du Var. Et là on voit bien les bâtiments, on voit bien les commandos d'Afrique et une ambulancière. Et une ambulancière. Dont je pense quelque part que c'est peut-être celle qui sera ma mère. Voilà. Donc j'ai fait un clin d'œil là aussi, profitant des circonstances, pour les remettre en scène. Voilà. De Pamplonne ou d'ailleurs, ces troupes vont progresser des plages vers l'intérieur, libérant les villes et les villages, guidés par les informations des FFI qui préparent depuis des jours l'offensive. Notre grand-père avait pour mission, entre autres, d'électrocuter le général à la Commandantur. Ça ne s'est pas produit comme il l'avait espéré. Ça, c'était un peu avant le débarquement. Il fallait neutraliser les forces allemandes. Et en fait, il a été d'une part balancé. La délation avait lieu encore à l'époque. Et puis en plus, il était électricien, il n'y en avait pas tant que ça. Donc il avait été arrêté par la Gestapo le 14 août. Heureusement, les Américains avaient pour mission d'occuper la vallée de l'Argence, ce qui a interrompu en fait son passage à tabac. Il a été tabassé comme il fallait, mais pas de torture. Et dans la nuit du 14 au 15, en fait, il a été renvoyé dans sa cellule. Il avait croisé notamment un ami qui passait à vélo, c'était le petit matin, et en passant, il lui avait dit « on est foutus, les Américains vont tout raser ». Donc, se voyant perdu, il avait détourné l'attention du garde qui l'accompagnait, un pauvre gamin, quoi. Il l'avait neutralisé et en le désarmant et en le poignardant. Après, il avait pris ses armes et puis pour faire le ménage dans le bâtiment, la villa forésienne de la Gestapo. Ces actions, à l'époque, il y en a dans chaque village, comme à Varage, où, pour ne pas oublier, le maire a tenu à inaugurer un arbre de la résistance. Mes grands-parents avaient une pension de famille qui aujourd'hui est rue de la Paix. Et donc quand ils ont entendu le discours du général de Gaulle du 18 juin 1940, ils se sont sentis concernés et rassurés. Rassurés parce qu'il y avait une autre voie que celle qui nous était promise. Et alors modestement, ils ont commencé à faire des petits actes de résistance. L'anecdote que m'avaient raconté mes grands-parents, c'est qu'à cette époque-là, dans la cave, il y avait des juifs et au grenier, il y avait des parachutistes. Donc ils cachaient tout le monde, mais sans que ça se voie. Et ma mère, qui avait une vingtaine d'années à cette époque-là, passait des messages dans le guidon de son vélo. Et même quand mon grand-père a été condamné à mort, quand on l'a su et qu'en plus le débarquement arrivait, mon grand-père était retenu à Grimaud. Ma mère est partie jusqu'à Saint-Maximin en vélo chercher une voiture qui est allée jusqu'à Grimaud pour récupérer mon grand-père parce qu'il fallait qu'il soit là pour la libération de Varage. Une anecdote sur Varage où il y a un 7-car allemand qui vient. On croit que c'est un de nos amis résistants. Et puis quand il le revoit passer de l'autre côté, il se rend compte que ce sont des Allemands et il tire dessus. Et donc il y en a un qui a été tué, puis le deuxième il s'est évaporé dans la nature. Et dans les papiers, ils ont trouvé qu'il fallait brûler Varage. Voilà, ça aurait pu être un autre Oradour, parce qu'ils savaient qu'il y avait un foyer de résistance important. Et la résistance est là et bien là. Entre 12 et 15 000 Varois auraient été dans ses rangs, dans l'Ora notamment, qui multiplie les sabotages et les combats de l'ombre. Témoignage de Monsieur Roustan,
ingénieur à Brignoles. Nous sommes prévenus du débarquement par un message secret. Le Conseil de guerre du 19 août décide de faire protéger par les FFI le pont de Saint-Pierre, miné par les Allemands, et pour couper leur retraite, de faire sauter le remblai voisin. Je suis chargée d'aller chercher du cordon et des amorces. À 9 h, j'entends une fusillade nourrie, je pense aux FFI surpris qui se battent et qui n'ont que 20 minutes de feu. Or, la fusillade dure plus d'1 heure, ce sont donc les Allemands. Dès que nous essayons de sortir de la maison, ils nous tirent dessus. Vers 11 h, un homme vient vers nous. Il nous annonce que les Français sont au Revest. Nous partons vers cet endroit après avoir traversé les lignes allemandes et nous subissons un bombardement de 20 heures. Et dans ces combats, les populations ne sont pas épargnées. Pour faire place nette, les Alliés tirent sur les positions allemandes, laissant dans les familles des souvenirs tenaces, comme chez Catherine André qui vit à Toulon, dans l'appartement de sa grand-mère. La maison a subi le traumatisme de la guerre et elle garde une histoire de ça qui est visible. Donc par la corniche qui sépare un avant-bombardement et un après-bombardement, la corniche symbolise le toit qui a été soufflé par les bombes américaines. Et là, derrière moi, les bombes, elles ont plu partout, hein, et une très grosse bombe est tombée dans la cour. Ça a été aussi une grosse frayeur. Et ces trous-là que vous voyez qui se sont agrandis avec le temps, ce sont des impacts, des éclats d'obus de cette bombe-là. Un soir, ma mère et mon père nous reparlaient de tous ces événements, ma mère en particulier des bombardements. Le fait qu'ils soient obligés d'aller précipitamment à la cave, s'abriter sous une baignoire en fonte qui était ultra solide, le fait d'être enfermé et d'être terrorisé sous cette baignoire et attendre que ça passe, et le fait aussi qu'une bombe qu'elle ait reçue de la terre par projection sur elle et qu'elle a cru qu'elle serait enterrée dans la terre. Donc c'est des choses pour elle qui sont terrifiantes. C'est de la terreur qui s'est transformée en une névrose post-traumatique. Ces bombardements, Gilberte s'en rappelle aussi, mais avec le temps, c'est surtout la libération de Varage qui lui reste en mémoire. Ils bombardaient les obus. Si vous aviez vu le bord de la rivière ici, il y avait des trous d'obus. Comme ça, je me rappelle qu'après la guerre, nous étions allés voir après, voyez, pour voir. C'était tout défoncé de partout. En attendant, nous étions terrés dedans, parce que l'on avait peur, on ne savait pas si c'était les troupes allemandes qui avançaient sur Varage. On entendait les tirs, mais on ne savait pas d'où ça tirait. C'était les Américains qui nettoyaient. Et ensuite, nous sommes mêlés, on est venus sur la place. Alors là, sur la place, c'était la liesse. Si vous aviez vu le village, c'était la fête, les gens faisaient boire les soldats, les jeunes montaient sur les chars, c'était quelque chose de inimaginable. Je vous dis, moi, je ferme les yeux, je revois toute la scène, je revois tout ce qui s'est passé, je revois la place, je me revois. Et je me revois également dans la rue, parce que l'éclairage public n'existait pas, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu, moi. Et je me souviens être descendu dans la rue, alors où j'habitais à l'époque, descendre dans la rue et crier à ma mère, je vois jusque la mairie d'ici. Alors qu'on n'avait jamais vu. Et de la rue, où c'est tout droit, on voyait la mairie. Ça a été la liesse, parce qu'alors après, pendant des jours et des nuits, ils ont passé des convois comme on n'avait jamais vu. Jamais on n'avait vu ça. Jamais, jamais, et toujours. Et puis, alors après, ils envoyaient des vivres. Ceux qu'ils ont envoyés, les gens se battaient pour ramasser des boîtes de conserve. Alors, le singe, on ne savait pas ce que c'était, le singe. Vous voyez les boîtes de singe, c'est le corned-beef, on ne savait pas. Et alors on se posait la question, mais qu'est-ce qu'ils mangent toujours? Parce que toujours ils mâchaient, mais qu'est-ce qu'ils mangent tous? On ne savait pas, puis c'était le chewing-gum. Comme Gilberte à Varage, Paul Gollet et sa bande de copains du quartier étaient enfants quand les Américains ont débarqué dans Draguignan. Quand on a entendu les chars, tout ça arriver, on s'est tous rassemblés, enfin tout ce qu'il y avait sur le char, on était ensemble. On s'est tous réunis, on est montés là-haut, alors ils nous donnaient des chewing-gums, des machins, enfin, vous voyez, c'était... Comment vous avez fait pour monter sur ce char? Comment ça s'est passé, vous vous souvenez?
Oui, enfin, il voulait prendre une photo pour le régiment. Et quand ils ont vu qu'on était 7 ou 8, ouais, il dit, mais on vous met sur le char. Voilà, c'est démarré comme ça parce qu'ils ne nous donnaient pas d'autorisation pour monter sur le char. Hein. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Ah, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et cette photo, je l'ai cédée au cimetière américain. Il était très content. J'étais le seul à voir la photo. Des images joyeuses et d'autres aussi plus douloureuses qui, même des années plus tard, ont du mal à franchir les lèvres. On a vécu des choses. Les cadavres partout, les machins. Enfin, on ne peut pas s'imaginer. On ne faisait pas attention, si vous voulez. Mais après, quelques années après, ça revient. Alors maintenant, quand on en parle, je suis ému. Si les acteurs de l'époque on peut parler, c'est aussi parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir seulement fait leur devoir. Mais aujourd'hui, pour que cette histoire du Var reste vivace, les derniers témoins et leurs familles se font un devoir de transmettre. J'ai été invité pour raconter aux enfants un peu ce que je pouvais leur raconter, quoi. Mais les enfants posaient des questions, beaucoup. Hein. Je ne voulais pas faire la guerre, je voulais défendre la France, c'est tout. C'est pas un plaisir particulier de faire la guerre. Hein. C'est difficile de comprendre pour les enfants. Je suis intéressé par ce que je présente devant les écoles des enfants de 6 à 12 ans. Ils sont tous très intéressés. Ils en redemandent. Si vous savez ce que j'ai reçu comme réponse, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Est-ce que, pour quel motif on ne vous donnait pas à manger? Pour quel motif il y avait la guerre? Pour quel motif vous ne pouviez pas sortir? Je pense que le devoir de mémoire est important. Il faut vraiment y travailler parce qu'on se rend compte que si on ne fait rien, la mémoire s'efface vite. Et mon père, qui a eu la Légion d'honneur, la Croix de la guerre, la Croix de Burma, toutes les médailles que vous pouvez imaginer, était un vrai héros. Il m'a dit droit dans les yeux, ne faites jamais la guerre. Ne le faites jamais. Il y a beaucoup de passionnés et dans la région on se connaît tous. On a différentes manières de travailler et toujours le même but, que les gens n'oublient pas, que les jeunes n'oublient pas, mais que les Varois non plus n'oublient pas. Donc on est donc ici sur l'exposition temporaire qu'on a choisi d'appeler l'autre débarquement. C'est important de les amener dans un musée comme celui-là parce que sans le débarquement, nous ne serions pas libres aujourd'hui. Mon grand-père a participé à cette guerre. Il a été prisonnier d'ailleurs en Pologne. Donc on a toute une histoire qui est transmise, on a des photos d'époque, on a des documents et on a grandi avec cette culture du débarquement. Surtout lorsqu'on est varois. On ne va pas forcément sur n'importe quelle plage. On va se baigner à la plage du Dramont, par exemple. Ce qui nous permet d'évoquer le débarquement sur cette fameuse plage du Dramont, de voir le mémorial au Dramont. On a grandi en effectuant nos loisirs en lien avec des lieux de mémoire. Je savais qu'il y avait eu un débarquement en Provence et il y en avait eu un aussi en Normandie. Et à part ça, je ne savais pas grand-chose. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui avaient contribué au débarquement, tant de personnes qui s'étaient battues pour notre liberté actuelle. Ce qui m'impressionne, c'est surtout que les Allemands, ils avaient une partie de l'Europe, ils étaient beaucoup avantagés et on a réussi à revenir alors qu'on était en infériorité numérique. Si demain j'ai des enfants, je vais leur dire que beaucoup d'hommes se sont battus pour nous, pour la France et pour notre liberté. Donc les faire venir dans un musée comme celui-ci, c'est les connecter avec l'histoire de leur ville, avec le patrimoine de Draguignan et des plages alentours. C'est les connecter avec l'histoire de la France, c'est de leur faire comprendre ce qui nous unit. 20 ans après, c'est aussi ce message que portait le général de Gaulle à Toulon dans son discours en 64. Certes, il est beau, disait-il, d'avoir pu par une sorte de prodige revenir du bord de l'abîme, mais nous avons trop risqué d'y être engloutis à jamais pour ne pas faire désormais ce qu'il faut pour nous garantir.
C'était une belle opération militaire, mais au-delà de l'opération militaire, une belle opération politique qu'a piloté le général de Gaulle, qui incarnait le gouvernement de la résistance. C'est là l'origine du repositionnement de la France dans le camp des vainqueurs. Tous ces gens qui sont venus mourir pour nous, à la fin du compte, qu'est-ce qu'ils en avaient à faire de nous? Et ils sont venus mourir sur les plages. Non, alors ça vous fait quelque chose. Voilà. Alors il ne faut pas oublier. Il ne faut pas l'oublier.